Bonsoir, bonsoir et bienvenue dans Mélodie Nocturne, votre émission musicale. Comme vous le savez peut-être, nous avons l'habitude de commencer avec un coup de cœur, mais ce soir c'est avec une peine au cœur que nous allons commencer cette émission. Nous avons voulu rendre hommage à deux grands musiciens qui viennent de nous quitter cette semaine. L'un, c'est le saxophoniste américain David Sanborn, qui avait véritablement inscrit une marque indélébile comme jazzman, mais aussi il avait joué avec Peter Gabriel, avec Bruce Springsteen, avec Stevie Wonder. Bref, il avait réussi à faire un crossover entre le jazz et la musique pop, comme seul lui savait le faire, avec talent, goût. Il nous a quittés cette semaine. Mais il y a aussi le guitariste français, j'allais presque dire le guitariste manouche, tellement il s'était inspiré de ce style de jazz, le guitariste Christian Escudé. L'un et l'autre vont beaucoup nous manquer par leur talent, reste leur musique. Commençons cette émission par leur musique. C'est décidément une artiste lyrique qui ne fait rien comme les autres. Elle n'est jamais véritablement là où on l'attend. Il n'y a pas une seule Marina Viotti, car c'est elle dont je parle. Il y a plein de Marina Viotti, au moins une centaine. Je ne sais pas laquelle ce soir nous accueillons. Cette artiste lyrique dont tout le monde parle. Merci de nous honorer de votre présence sur ce plateau. Merci de m'inviter. Une artiste lyrique, ça vous va comme définition Entre autres. Entre autres. Hein. Il y a plusieurs Marina Viotti, c'est un petit peu ça. C'est vrai. Donc, alors, vous venez de sortir, mais enfin, vous venez de sortir, non. Vous allez sortir, car on est en avance sur l'actualité. C'est rare dans une chaîne info. Le 7 juin, Mezzo Mozart. Vous pouvez me dire ce que c'est ? C'est un album où il n'y a que du Mozart, mais où on explore un petit peu toutes les possibilités qu'a une mezzo-soprano, c'est ma tessiture, c'est-à-dire il y a les sopranes et les mezzos. La mezzo-soprano chez Mozart, elle n'existait pas. Donc, qu'est-ce qu'on peut chanter dans Mozart ? Il y avait les sopranos ou les castras, quoi. Il y avait pas... Voilà, il n'y avait pas encore la voix du milieu. Et du coup, on peut chanter des rôles de castrat, des rôles de soprano 2, des rôles de contralto. Et en fait, ça permet tout un champ d'expression de personnages incroyables, de l'opéra, mais aussi de l'oratorio. Et voilà, on parcourt un peu tous ces univers avec Mozart et la voix de mezzo. Alors, vous dites mezzo-soprano, ça veut dire que vous êtes où est-ce que vous vous situez sur l'échelle vocale ? Alors, on pense toujours que la mezzo-soprano, elle est au milieu, c'est-à-dire qu'elle est entre le grave et l'aigu, mais en fait, elle a l'ambitus le plus large, c'est-à-dire qu'elle descend aussi grave qu'un contralto, donc les voix les plus graves des femmes, et elle monte aussi haut qu'une soprano. Donc, elle a vraiment un ambitus, donc une largeur de tessiture assez grande. Et moi, je suis pile ici. Donc, en fait, vous pouvez vous permettre absolument tous les rôles. Je pense que cette liberté-là vous va bien. On va parler justement de liberté dans cette émission. Alors, c'est un vrai cadeau que vous nous avez fait, car on vient de le recevoir. C'est ce que disent toutes les chaînes info. On vient de le recevoir, mais là, c'est vrai. Il y a quelques heures, ce vidéoclip n'était pas fini, et vous allez être les premiers à voir ce Mozart. Alors, c'est Suzanne qui chante, n'est-ce pas? Oui, tout à fait. C'est Suzanne avec l'aria qui est « De vieni non tardare ».
pense que je prononce à peu près. Oui, voilà. c'est vraiment pas mal. Et il faut citer évidemment Stéphane MacLeod, qui est le chef d'orchestre avec qui vous avez joué ça. Et cet ensemble, Gli Angeli, les anges de Genève, avec qui vous aviez commencé par chanter Mozart, n'est-ce pas? Exactement. Mon premier Mozart, c'était avec eux. Et c'était pour la messe en ut. Et on a eu un petit coup de cœur. Et ça a matché, comme on dit. Et voilà, quand ils m'ont proposé un album Mozart, je voulais justement en faire un. Mais on cherchait un concept, parce que j'aime pas faire des albums, juste pour faire des albums. Et voilà, ça a été une aventure incroyable. Et cet air, c'est un petit clin d'œil, parce que c'est un air de soprano. Un air de soprano, absolument. Mais comme il y a pas mal de sopranos qui chantent aussi des airs de mezzo, je me suis dit, j'ai toujours rêvé de le chanter, c'est l'occasion. Et voilà. Eh bien, on retrouve l'aria de Suzanne, car Suzanne est une des Marina Viotti. C'est ça. Je sais que vous avez validé cette vidéo hier soir à 23h et des poussières. Qu'est-ce que ça fait de s'entendre C'est toujours difficile pour un chanteur de s'écouter et encore plus difficile de se voir. Alors les deux ensemble, on est toujours dans le jugement et je suis sur un travail en ce moment d'écouter comme on écouterait n'importe qui d'autre. C'est difficile de se détacher de soi. Alors Dorabella, Fiordiligi, Chérubin, c'est beaucoup de voix. D'abord des voix de jeunes hommes et de femmes, et quand ce sont des femmes, ce sont des sopranos. Comment vous vous êtes ouvert, par quel déclic vous êtes ouvert ce répertoire, alors que quand on arrive dans un conservatoire, on vous met tout de suite une étiquette sur le front. Toi, tu seras soprano. Toi, tu seras... Comment vous êtes sorti de ce piège-là? Alors, moi, j'ai jamais aimé les étiquettes. Et je suis arrivée tard, en fait, dans le chant. Donc, je suis arrivée tard au conservatoire. J'avais quasiment déjà 30 ans quand j'ai commencé mes études au conservatoire. Donc, j'avais déjà une personnalité qui était un petit peu différente, en tout cas. Et j'ai toujours un peu refusé d'entrer dans ces boîtes. Et en plus, à l'époque, j'avais vraiment pas d'aigu. Donc, j'avais une voix très grave. Donc, j'avais pas grand-chose comme choix. Je pouvais chanter quasiment aucun Mozart, à part
justement ceux des castrats qui sont maintenant des contraltes, qui sont très graves. Et du coup, j'étais très triste parce que je ne pouvais pas faire de chérubin, de dorabelle. Et c'est qu'après quelques années où j'ai découvert mes aigus, j'ai découvert cette technique nouvelle. Et tout à coup, tout un nouveau champ de répertoire, presque jusqu'au soprano, s'est ouvert. Et c'était vraiment incroyable. Ça m'a toute une nouvelle palette de couleurs, de personnages. Et c'est aussi incroyable comme sensation dans son corps, quand tout à coup, en fait, quelque chose se débloque et on a cette voix qui monte d'un coup et c'est presque magique, quoi. C'est incroyable. Alors, dans votre parcours, qui est à nul autre pareil, à 25 ans, vous commencez l'art lyrique. Quand vous avez débarqué à 25 ans, on a dû vous dire, dis-donc, ma petite, t'es bien gentille, mais c'est trop tard. C'est ça. Ouais, c'est ce que et 10 ans après, vous avez la victoire de la musique. Ouais, c'est vertigineux quand on y pense, mais c'est aussi, pour moi, un peu le message. C'est-à-dire, il faut toujours y croire, il ne faut pas écouter ces voix qui vous disent, il y en a plein, qu'elles soient en soi ou à l'extérieur de soi, que c'est trop tard, que vous n'y arriverez jamais. Il faut oser, il faut aller au bout. Et moi, je suis taureau, donc j'avance. Et je me suis dit, et j'étais aussi très bien entourée par ma famille, par des gens qui croyaient en moi. J'ai rencontré les bonnes personnes au bon moment, il y a aussi ça. Et finalement, à force de beaucoup de travail, d'acharnement et de beaucoup de joie de faire ça, j'en suis là aujourd'hui et c'est pas fini et ça peut se terminer demain, mais j'en profite chaque jour. Alors, vous avez fait de la flûte traversière, vous avez fait de la philo. Ce qui m'a beaucoup amusé en écoutant vos interviews diverses et variées, qu'elles commencent toutes par la même chose, qu'il serait presque un reproche. Je crois que si on avait découvert que vous aviez fait des pornos animaliers, on n'aurait pas réagi de manière différente. On vous dit, j'apprends que vous avez fait du métal. Tata. On vous regarde avec Blonde Platine Tour à Haguenau en 2010. Hein? Oui, c'est la même. On revient sur moi. Là, ce que je trouve formidable, c'est que les gens du monde de la musique sont absolument choqués, outrés, ne comprennent pas. Quelle horreur! Comment est-ce qu'on peut leur parler à ces gens-là? Mais je pense que c'est normal. Quand on ne connaît pas, on a toujours un peu une appréhension. De la même façon, il y a beaucoup de gens qui ont de l'appréhension par rapport à la musique classique, qui ne connaissent pas, qui est pour les vieux, pour les gens riches. Il y a tous ces a priori, tous ces préjugés. Et je pense que je suis justement un exemple parmi beaucoup d'autres de personnes qui ont cassé ces préjugés et qui montrent qu'en fait, au lieu de séparer, on devrait réunir. Et pour moi, ça, c'est vraiment mon cheval de bataille. Et je pense que de venir du métal, ça m'a beaucoup apporté aujourd'hui en tant que chanteuse lyrique. Et je ne suis pas la seule. Dans beaucoup de productions, je rencontre des anciens métalleux qui sont chanteurs lyriques, dans les anciens musiciens aussi, des anciens guitaristes de rock qui se sont convertis à un autre instrument après, ou inversement. Et je pense que si on était un peu plus ouvert, on se rendrait compte qu'il y a beaucoup plus de points communs qu'on ne le croit et que même ça pourrait nous plaire. Moi, la première fois que j'écoutais du métal, j'avais les mêmes a priori que tout le monde. C'était du bruit, c'était violent, et en fait, c'est vraiment beaucoup plus que ça, c'est beaucoup plus riche que ça. Mais cette énergie, cette colère avait une résonance dans votre vie privée, puisque vous veniez également de perdre votre papa, très jeune chef d'orchestre. Oui. Il y a eu donc cette musique dans laquelle vous vous êtes inscrite. Vous dites, j'ai toujours eu envie de jouer au Hellfest. Alors, pour les téléspectateurs qui suivent le classique et le jazz, le Hellfest, c'est quoi ? Le Hellfest, c'est la mecque des concerts, des festivals de métal. J'y vendais des t-shirts à l'époque. Donc j'avais le droit d'aller voir 2-3 groupes à la pause. Et voilà, c'était le festival en France, à Clisson, à côté de Nantes. Et voilà, j'aimerais beaucoup y revenir maintenant. C'est quoi le projet que vous auriez... Parce que C'est un projet qui existe, hein, déjà. Et c'est quoi? Et il y a un album qui est en cours, enfin on espère bientôt, elle s'appelle Mélancolia. Et c'est un projet en trio avec du luth. Le luth, c'est l'ancienne guitare, donc c'est Renaissance. Une guitare électrique aussi? Et Moog, Mellotron, guitare électrique, Revox, enfin des anciens instruments un peu des années 70-80. Et moi, je chante, je joue de la flûte. Et en fait, on tourne, on fait plusieurs instruments. Et on met en parallèle des chants de la Renaissance très mélancolique de Doland avec des chants d'aujourd'hui de Lana Del Rey, Metallica, Björk. John Doland et Björk, c'est vrai que ça fait un mariage assez étonnant. On vous écoute parce qu'on a vu d'où vous veniez musicalement et je m'amusais de voir les réactions du monde du classique à ça. On vous écoute où vous êtes. Gounod au Malire immortel. Donc, c'est avec Christophe Rousset que l'on salue. Et les talents lyriques, et une fois encore, la justesse jubilatoire et la lumière de votre voix unique.
J'ai émerveillé par votre sens de la liberté, de passer d'une chose à l'autre. C'est important, la liberté, pour vous? Oui, je l'ai même tatoué dans le dos. Oui, c'est vraiment important. La liberté de plein de choses. Et ce qui est intéressant, c'est que je l'ai tatoué en japonais parce qu'en japonais, la liberté et la sagesse, c'est la même chose. Ah, Ça ne va pas l'un sans l'autre. Et je trouve ça beau. On voyait un des musiciens qui a compté pour vous, Christophe Rousset, évidemment. Il y en a un autre qui a compté pour vous aussi, c'est Julien Chauvin. Tout à fait. Et Julien Chauvin a une petite question à vous poser. Ah. Chère Marina, j'ai eu la chance d'être sur scène avec toi. Je t'ai vu passer d'un répertoire à un autre, d'un genre à un autre, avec énormément de facilité. Quel est ton secret? C'est, je pense, faire que des choses que j'aime et les faire avec autant de professionnalisme, au sens où c'est pas parce qu'on fait de la chanson, parce que je fais beaucoup de chansons françaises, on a toujours l'impression que c'est un sous-genre par rapport à l'opéra et on le traiterait avec moins de respect, de sérieux. Et en fait, j'essaie de tout faire avec énormément de passion, de sérieux et de travail et de faire tout ça avec un sens. C'est-à-dire que je raconte toujours quelque chose, c'est pas juste des patchwork. Et je pense que ce sont aussi que des facettes de moi, comme vous disiez tout à l'heure. Donc, je suis toujours intègre dans ce que je propose. Je reste authentique, je reste moi-même. Et donc, je pense que c'est pour ça que ça fonctionne. Alors, vous chantez des chansons du Buena Vista Social Club, vous chantez des chansons de la musique baroque, qui vous inspire beaucoup actuellement, Oui. n'est-ce pas? Et vous chantez aussi des chansons de Barbara. Et vous nous avez fait le cadeau absolument merveilleux avec votre complice que nous avons reçu ici, Théo Hould, formidable accordéoniste. Vous nous avez offert le cadeau d'un live sur ce plateau il y a quelques minutes où vous nous chantez Nantes. Nantes, Barbara, Monica Viotti et Théo Hould. Un matin comme celui-là, il y a juste un an déjà, la ville avait ce teint blafard. Lorsque je sortis de la gare, Nantes m'était alors inconnue. Je n'y étais jamais venue. Il avait fallu ce message pour que je fasse le voyage. Madame, soyez au rendez-vous, 25 rue de la Grange au Loup. Faites vite, il y a peu d'espoir. Il a demandé à vous voir. À l'heure de sa dernière heure, après bien des années d'errance, il me revenait en plein cœur. Son cri déchirait le silence. Depuis qu'il s'en était allé, longtemps, longtemps, je l'avais espéré. Ce vagabond se disparut, voilà qu'il m'était revenu. 25 rue de la Grange au Loup, je me souviens du rendez-vous et j'ai gravé dans ma mémoire cette chambre au fond d'un couloir. Assis près d'une cheminée, j'ai vu 4 hommes se lever. La lumière était froide et blanche. Ils portaient l'habit du dimanche. Je n'ai pas posé de questions à ces étranges compagnons. J'ai rien dit, mais à leur regard, j'ai senti qu'il était trop tard. Pourtant, j'étais au rendez-vous, 25 rue de la Grange au Loup. Mais il ne m'a jamais revu, il avait déjà disparu. Voilà, tu la connais l'histoire. Il était revenu un soir et ce fut son dernier voyage. Mais ce fut son dernier rivage. Il voulait, avant de mourir, se réchauffer à mon sourire. Mais il mourut à la nuit même, sans un adieu, sans un je t'aime. Au chemin qui longe la mer, couché dans le jardin de pierre,
Je veux que tranquille il repose. Je l'ai couché dessus les roses. Mon père, mon père, il pleut sur Nantes et je me souviens le ciel de Nantes rend mon cœur chagrin. Quelle merveille avec un enregistrement écrit par Théo Hoult juste il y a 48 heures. On l'en remercie encore une fois. Quelle est la boussole qui vous guide de passer de toutes ces musiques et de toutes ces... Il y a une boussole constante? Moi, je fonctionne beaucoup au plaisir quand même. Je pense que ce sont que des choses que j'aime interpréter, chanter, qui me touchent, qui me parlent, qui racontent une histoire. Voilà, il faut que je puisse l'interpréter et donc il faut que d'abord ça me touche moi pour que je puisse toucher les gens. Par exemple, cette chanson, à chaque fois à la fin, je pleure. Hein. J'ai beau la refaire, c'est forcément un sujet qui me touche. Ouais. Voilà, et puis c'est le père. Enfin, c'est sûr, et c'est des textes incroyables. C'est comme la chanson des vieux amants de Jacques Brel. Je peux que chanter des choses qui me procurent une émotion, que ce soit beaucoup de joie, beaucoup de rire, ou des larmes, ou de la réflexion. Et vous transmettez cette émotion. J'espère. Christophe Rousset, qu'on voyait tout à l'heure vous diriger, je crois qu'il fait partie des petites questions surprises. Oh. Marina, à part Rosine dans Le Barbier de Séville ou Carmen de Bizet, quel serait le rôle que tu rêves absolument d'aborder dans un futur proche? Merci Christophe et merci Julien avant aussi pour vos questions. Quel est le rôle que je rêverais d'aborder? J'aimerais beaucoup faire la favorite de Donizetti. Je pense que c'est un personnage qui me plairait beaucoup. Et plus tard, mais beaucoup plus tard, bien sûr Dalila, parce que je pense que ça fait partie des personnages féminins les plus intéressants à jouer et aussi ces airs incroyables, si beaux à chanter. Voilà. Peut-être Un jour malheur, par exemple? Ah, bah alors oui, si je devais chanter Là, c'est mon compositeur préféré. La deuxième de Malheur, ça reste une symphonie que j'aimerais beaucoup chanter. Ouais. On va vous écouter lors d'une finale du concours à Kattenburg. C'était en 2017. J'allais dire que c'est presque le début de l'aventure de la chanteuse lyrique. C'est pas vrai, vous remportez ce prix sous les vivaces et les bravos. Vous chantez La Clémence de Titus, de Mozart, évidemment, c'est l'aria de Sesto, et ce qui nous permettra d'accueillir notre nouvelle invitée. Pour relancer ce débat que nous avions, quel bonheur de vous avoir, comme si ce débat avait besoin d'être relancé. J'accueille avec moi, et nous accueillons ensemble sur ce canapé, Aliette Delalleux, productrice, journaliste, très intéressée par les causes du féminisme en musique. C'est peut-être à ce titre-là que vous avez publié ce livre qui m'a fait un plaisir fou et qui m'a appris plein de choses. Mozart était une femme.
Aliette, il faut quand même nous expliquer ce titre. Ben, Mozart était une femme, évidemment. Il y a plein de choses cachées derrière le titre. La première, c'est un clin d'œil à la sœur de Mozart, Maria Anna Mozart, qui avait 50 plus que Wolfgang Amadeus Mozart, qui était une prodigieuse musicienne comme son frère. Et les deux enfants jouaient partout, dans toutes les cours d'Europe de la musique. Et il y avait des critiques qui existent sur son jeu à elle. Et à 16 ans, elle doit tout arrêter, obligée par son père, puisqu'à 16 ans, elle doit se marier, évidemment. Donc, ce qui fait qu'en fait, elle va complètement arrêter sa vie musicale, tandis que Wolfgang Amadeus Mozart va continuer et devenir le compositeur qu'on connaît. Donc, c'est évidemment pour parler d'elle. Mettre aussi un nom aussi connu avec le mot femme, ça choque. Mais vous auriez pu. C'est un archétype du patriarcat et de la violence du patriarcat que vous décrivez, parce qu'on peut parler de Mendelssohn. Mendelssohn était une femme, Schumann était une femme, Mahler était une femme. Voilà. Donc j'ai fait, rien que pour vous, au montage avec nos amis monteurs, un petit récapitulatif de compositrices géniales dont vous n'avez jamais entendu parler. Combien de femmes se sont sacrifiées sous l'autel du génie de leur papa, de leur frère, de leur mari Sûrement des centaines, peut-être plus, mais il y en a aussi plein qui ont pu exister sans, même pas dans l'ombre d'un mari ou d'un frère ou d'un père ou de je ne sais quoi, qui ont vraiment eu des carrières musicales. Là, on a pu voir des Italiennes, notamment Barbara Strozzi, Francesca Caccini. Ce sont des compositrices qui, en pleine période baroque, ont pu composer, publier leur musique. Et Barbara Strozzi est vraiment une des premières professionnelles. Elle vit de sa musique. Elle a d'ailleurs même, elle ne se marie pas. Elle a par contre des enfants avec plein de pères différents et les laisse tomber au bout d'un moment. Donc c'est une femme libre. Là, si le thème c'est la liberté, c'est vraiment une femme libre et qui vit de la musique, qui a composé et qui est publiée à cette époque. Alors vous êtes à côté d'une dame dont le métier c'est de mourir sur scène en fait. Parce que toutes les chanteuses d'opéra finissent par se faire assassiner. Alors pas toutes. Comme je disais avant, les mezzo-sopranos, c'est plutôt nous qui, entre guillemets, tuons, mais on meurt rarement. Parce que déjà, on est souvent des mecs sur scène. Je joue beaucoup de garçons sur scène. Où on est des femmes fatales, on est des sorcières, des mamans, des nourrices. Mais on est très rarement la victime. Là, en ce moment, je chante Carmen. Effectivement, là, je meurs. Je meurs bien même. Alors justement, à propos de Carmen, je crois qu'il y a quelqu'un qui a une question à vous poser. Une dame que vous connaissez bien. Bonsoir Marina. Alors apparemment, je dois te faire une question surprise. Est-ce que le fait d'avoir chanté Carmen sur scène, je t'ai entendu seulement à la radio et c'était magnifique, mais de l'avoir fait physiquement à Zurich sur scène, est-ce que ça a changé pour toi quelque chose dans ta vie de femme ? Alors vous avez refusé 6 fois de le chanter. Ouais. Cette fois-ci, ça a été la bonne parce que vous dites qu'il me fallait une expérience de femme. Il me fallait une expérience de vie, de femme. Carmen, elle incarne tellement un personnage qu'on voit rarement à l'opéra, c'est-à-dire une femme libre, une femme qui va au bout de ses idées, qui fait ce qu'elle veut sans penser au regard des gens et qui va aller confronter la mort même pour continuer à être honnête et à dire sa vérité. Je me disais quand même, pour incarner ce personnage, il faut avoir une force, mais pas qu'une force physique, il faut avoir une force mentale aussi, il faut avoir vécu, il faut avoir été amoureuse, il faut avoir été déçue, il faut avoir
eu des relations sexuelles. Enfin, il faut avoir vécu peut-être la mort aussi. Enfin, je trouvais que c'est difficile d'incarner Carmen à 25 ans. Je trouve ça même un peu bizarre. Parce que je pense qu'il faut avoir vécu en tant que femme. Et c'est ce que je voulais absolument faire. Et pour répondre à la question de Brigitte, qui a été ma prof, qui est aussi mezzo, le fait de l'incarner sur scène, je me suis rendu compte que c'était émotionnellement en fait épuisant, beaucoup plus que le fait de l'avoir chanté en concert. Parce que on doit tout donner, on est sur scène pendant 3 heures non-stop, on danse, il y a une physicalité du personnage qui est tout le temps dans une intensité de regard qui lâche personne. Ouais, et en fait, si vous faites ça, je peux vous dire, vous gainez, vous êtes en gainage total. Et émotionnellement, à la fin, on est rincé parce qu'il y a une telle force sauvage, en fait, qui se dégage de cette femme. Il y a un côté sexy, mais qui n'est pas vulgaire. Et toutes ces petites choses de finesse, de texte, en fait, c'est un personnage qu'on redécouvre à chaque fois et c'est extraordinaire. Dans cette longue liste terrible des violences et injustices qui ont été faites aux hommes, est-ce qu'il y a une lueur aux femmes, par les hommes? Est-ce qu'il y a, non, ce n'était pas un lapsus, est-ce qu'il y a une lueur d'espoir aujourd'hui? Est-ce que les choses ont vraiment progressé? Oui, et puis même le livre, j'ai l'impression qu'il y a quand même plein de lueurs d'espoir. Moi, ce que j'ai essayé de retracer sur le livre, c'est à quel point elles ne sont pas des exceptions dans l'histoire. Et l'histoire a toujours eu des musiciennes, des créatrices, des compositrices. Il y a quand même un moment donné, on a aussi beaucoup effacé leurs histoires. Et ça, c'était vraiment une volonté, parce que j'ai longtemps fait des chroniques à France Musique qui racontaient des destins très séparés les uns des autres. Et ce livre m'a permis de réaliser à quel point, non, en fait, c'est très linéaire. Et cette histoire ne fait pas que progresser, sinon ce serait un peu inquiétant sur aujourd'hui les compositrices, à quel point elles sont peu jouées. Et en fait, aujourd'hui, on a un élan plutôt positif pour redécouvrir l'œuvre des compositrices. Mais dans les chiffres, on est encore loin du compte. Et en France, on est à 6,4%. C'est une étude qui est sortie en début d'année par Elle Women Composers. 6,4% de compositrices programmées. C'est très peu. Marina, vous dites que vous n'aimez pas jouer les femmes faibles. C'est très compliqué pour moi de jouer une femme faible ou victime à l'opéra. Oui, c'est difficile. En fait, c'est une grande question, mais incarner ce type de femme-là, déjà, heureusement, c'est très rare chez les mezzos, donc ça m'est rarement arrivé, ça m'est jamais arrivé en fait. Mais ce serait difficile parce que je trouve que ça porte pas un message suffisant à la nouvelle génération. Et je pense qu'en plus, c'est un peu linéaire. Je me dis que même dans ces personnages qui sont victimes, comme la Traviata, il y a une grande force quand même. Et si un metteur en scène veut absolument qu'on fasse la femme soumise, faible, qui n'a pas beaucoup de caractère, on passe à côté de quelque chose, je pense quand même. Et c'est vraiment réduire le personnage à un côté très binaire, très peu intéressant. Et donc ça m'intéresse. Voilà, ça m'intéresse moins. J'ai une question pour toutes les deux, brièvement. Quel est le compositeur, homme, qui a le mieux traité par sa musique les femmes dans les rôles qu'il a composés? Je dirais que c'est au baroque, non? Je pense qu'il y a plus de personnages assez... Ouais, du Handel ou... Bradamante, par exemple, c'est un rôle que je chante beaucoup. C'est une femme qui se déguise en soldat pour aller sauver son mec qui est prisonnier sur une île par une autre femme. Donc je me dis, waouh, cool, quoi. C'est la Mulan du baroque. Mais j'adore jouer ce personnage. Et c'est vrai que tu as raison, dans Handel, les femmes ont beaucoup de force, beaucoup de tempérament. Et c'est grâce à elles que souvent l'histoire évolue et change. Et c'est génial. Je rappelle le livre d'Aliette Delalleux, Mozart était une femme. C'est vraiment quelque chose qui se déguste du début à la fin. Bravo. C'est une mine d'informations et peut-être aussi un acte de justice par rapport à des femmes qui auraient mérité bien autre chose que d'être effacées par des mains viriles des compositeurs. Vous nous avez offert un autre live, un live encore avec Théo Hould, et cette fois-ci, on va finir par Mozart, n'est-ce pas? Avec Chérubin. Je dois d'abord annoncer quelques dates de concert, parce que Théo Hould, incroyable accordéoniste que vous venez d'entendre et que vous allez entendre, sera le 12 et 13 juin au Lavoir Moderne à Paris et le 8 juillet à la Scala Province à Avignon. Quant à vous, le Théâtre Champs-Élysées? C'est ça, ce sera l'Olympiade. C'est Michel Franck qui est derrière tout ça. Oui. Les Olympiades Vivaldi avec Jean-Christophe Spinozzi, que l'on salue, merveilleux chef d'orchestre, grand défenseur de ce répertoire. Et le 28 juin, au Théâtre des Champs-Élysées. Ne ratez pas ce concert, parce que ça va vraiment être le concert du mois. Ce sera un concert que Handel, avec moi sur scène et Minkowski dans la fosse, les musiciens du Louvre, et ça va être très rock. Donc, on n'a pas vu qui étaient les 150 personnalités qui vous habitent. On en a vu quelques-unes. Je vous remercie 1000 fois. Je vous remercie 1000 fois pour votre présence. On vous écoute dans Chérubin.
qui chante évidemment cet instant fragile de sa découverte de l'amour. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau? Merci, bonne soirée, c'était Mélodie Nocturne, à vendredi prochain.